Bonjour à tous, je vous traduis et vous fais la voix off de cette conférence sur le MKUltra et le Mind Control. Mesdames et messieurs, bonjour. Je ne suis pas Stephen Kinzer, je suis Richard Butcher et je donne des cours ici aussi, à Watson University. Et c'est un énorme plaisir pour moi de pouvoir vous présenter Stephen Kinzer. Il est professeur ici à Brown, il écrit une colonne pour le Boston Globe, il écrit des livres et des articles pour beaucoup d'autres endroits. Et il est dans sa vie antérieure, il a été un correspondant du New York Times, correspondant donc en Europe de l'Est et à Berlin après la chute du mur. Il a passé beaucoup de temps à écrire sur la Turquie, il a rencontré beaucoup de gens qui sont actuellement en prison. Et avant cela, il a couvert le Nicaragua et d'autres événements partout dans le monde. C'est donc vraiment excitant de l'avoir ici à Watson en tant qu'enseignant, en tant que professeur pour les étudiants, et aussi d'avoir la chance de lui parler aujourd'hui et d'entendre parler de son dernier livre. J'ai l'habitude de dire à mes étudiants que mon travail ici, c'est de corriger les mauvaises impressions qu'ils auraient pu avoir en suivant les cours de Stephen Kinzer. Il enseigne l'intervention américaine partout dans le monde et certaines des choses les moins honorables que nous ayons faites dans le passé. Et j'essaie de corriger ces fausses impressions, mais franchement, ce n'est pas un concours équitable. Il ne joue pas fair-play, il fait ses devoirs. Il apprend tous les faits, puis il écrit des livres à leur sujet. Il a été prodigieux en publiant une série de livres sur des questions de politique étrangère qui sont vraiment incroyablement perspicaces et précises à des moments très spécifiques de notre histoire, que ce soit l'Iran ou le Nicaragua, ou les frères Jules dans les années 1950, ou le débat sur l'interventionnisme dans les années 90. Ce sont de très bons livres qui racontent une histoire, pas toujours une histoire que nous voulons entendre dans les détails, car certains détails sont assez compliqués, mais ils sont vraiment instructifs sur la politique étrangère américaine. J'ai même acheté un livre ou deux de lui. Avec un peu de chance, on va... Non, je les ai. J'ai acheté la version audio, en fait, je suppose. J'en écoute un ou deux en audio et j'en lis un ou deux en papier. Et je vous encourage tous à faire de même. Avec ça, je veux dire qu'il y aura des livres à acheter, à faire dédicacer ensuite sur une table au fond. Et enfin, lorsque vous aurez des questions pour le professeur Kinzer, veuillez utiliser les microphones afin que vos paroles puissent être immortalisées et enregistrées et envoyées à des publics du monde entier. Alors, sur ce, c'est un énorme plaisir et je cède la place et la parole à Stephen Kinzer pour parler de son dernier livre. Merci, monsieur l'ambassadeur. Eh bien, après ce que j'ai écrit, je ne prends pas de bouteille d'eau. J'ai découvert une note écrite par le chef de la sécurité de la CIA en décembre 1954 sur la base de ce qu'il avait entendu à propos des expériences MKUltra, et il conseille à tous les employés de la CIA de ne pas essayer les bols à punch lors des fêtes de Noël cette année. Je vais donc garder cela à l'esprit pendant que je garde cette bouteille d'eau. Eh bien, à cause des circonstances, ici, vraiment sur mon terrain, je veux faire quelque chose d'un peu différent. Je vais commencer par la toute fin de mon livre, les remerciements, les dernières pages. En fait, la section des remerciements commence par ma ligne préférée dans tout le livre, c'est-à-dire que tout dans ce livre est vrai, mais tout ce qui est vrai n'est pas dans ce livre. Je suis douloureusement conscient que je n'ai découvert qu'une très petite partie de cette histoire. Mais l'autre raison pour laquelle je veux commencer par les remerciements concerne particulièrement Brown. Donc quand j'ai commencé à travailler sur ce projet il y a quelques années, j'ai fait quelque chose que j'avais parfois entendu des professeurs faire, mais que moi-même je n'avais jamais fait. C'était voir si j'avais des étudiants qui voulaient m'aider en tant qu'assistant de recherche. Et bien sûr, un bon groupe s'est présenté, je leur ai attribué chacun des petits morceaux. Certains d'entre eux étaient plus utiles que d'autres.
Quelques-uns d'entre eux ont trouvé des documents que même si je ne l'admettrai publiquement jamais, je ne suis pas sûr d'avoir trouvé du tout, et ils ont ainsi apporté une réelle contribution au livre. Donc, juste pour les remercier, un certain nombre d'entre eux ont obtenu leur diplôme, mais beaucoup d'entre eux sont étudiants, puisqu'ils m'ont été d'une telle aide, peut-être, en plus de simplement énumérer leurs noms dans les remerciements, je peux les lire ici dans leur université. Donc, il y avait Sarah Tucker, Hong, Isaac, Lee, Yang, Brandbat, Olivier, Herman, Fiona, Bradley, Dan Steinfeld, Isabelle, Paulini, Sean Island, Brandon Menton, Vladimir Borovine et Michel Shine. Donc je leur suis redevable à tous et c'était en fait très amusant pour moi de pouvoir travailler avec des étudiants vraiment brillants qui prenaient au sérieux une partie du travail que nous faisions. Et il y a une de ces personnes-là que je viens juste de mentionner, merci Andy. C'est donc mon 10e livre. Et j'ai consacré une grande partie de ma carrière à essayer de découvrir ce qui se cache derrière la façade de la diplomatie publique et de la politique publique que nous voyons. Dans cette recherche, j'ai rencontré pas mal de choses surprenantes, des choses qui ont peut-être choqué certaines personnes. Mais c'est la première fois que je suis choqué à ce point-là. Je n'arrive toujours pas à me remettre de ce que j'ai découvert en écrivant ce livre. Je ne peux pas croire que ça s'est produit, je ne peux pas croire que ce type ait existé. Je pense avoir découvert l'Américain inconnu le plus puissant du XXe siècle, à moins qu'il n'y ait quelqu'un d'autre qui opérait dans une invisibilité totale, qui menait des expériences extrêmes sur des sujets humains à travers 3 continents, qui possédait un permis de tuer délivré par le gouvernement américain. Mon livre a donc été une immersion passionnante, bien que très troublante, dans un chapitre très sombre et peu connu de l'histoire de la guerre froide américaine. Sidney Gottlieb est totalement inconnu. MK Ultra, pas tout à fait aussi inconnu. C'est une expression que les gens comprennent. Mais certainement, le rôle de Gottlieb et l'existence de Gottlieb serait quelque chose que personne n'aurait remarqué jusqu'à ce que ce livre sorte. Pendant que je travaillais, coïncidence, je suis tombé sur un type qui était un ancien directeur de la CIA. Et je lui ai dit, j'écris la biographie de Sidney Gottlieb. Et il a dit, je n'ai jamais entendu parler de lui. Et je le crois. Au cours de cette recherche, je travaillais avec la CIA sur un certain nombre de projets, essayant d'extraire de petites bribes d'informations. Et l'un des rares succès que j'ai obtenu a été que la CIA ait accepté de me publier quelque chose qui n'avait jamais été publié auparavant. C'était une photographie de Gottlieb tel qu'il était quand il travaillait pour la CIA. Il y avait eu des récréations de certaines de ses œuvres, mais personne n'a jamais su à quoi il ressemblait vraiment. J'étais donc très excité à ce sujet, j'ai appelé mon éditeur, il a dit « Ok, maintenant on l'a, on a la photo de couverture ». Personne d'autre n'avait jamais eu ça auparavant, et ils ont pensé que c'était génial, ils partageaient mon enthousiasme. Et après seulement quelques heures, j'ai eu un email me disant « Vous savez, on a changé d'avis, en fait, nous n'aimons plus votre idée. On ne peut pas mettre la photo de ce type sur la couverture, car personne ne connaît son nom, personne ne connaît son visage non plus, personne ne saura qui c'est. Donc à la place, ils ont juste cette silhouette noire, très obscure, sur la couverture, ce qui est probablement plus approprié, car même à la CIA, le travail de Gottlieb était complètement inconnu. Donc cette superbe photo que j'ai eu quelques heures d'excitation, après l'avoir reçue, elle est maintenant confortablement logée à l'intérieur du livre, dans l'encart photo. Alors laissez-moi vous ramener à l'époque où MK Ultra a commencé et essayer de vous expliquer ce que c'était et quel était le rôle de Gottlieb. MK Ultra, très simplement, était un projet, la CIA, visant à découvrir le secret du contrôle de l'esprit. La CIA voulait comprendre comment elle pourrait créer un sérum de vérité ou un amnésique ou une substance, ou une potion qui ferait agir une personne après avoir été programmée. Et au début des années 1950, Allen Dulles, qui venait de prendre la direction de la CIA,
décida d'engager un chimiste extérieur à l'agence pour diriger ce projet. Il est allé voir une personne très différente, du genre de personne qui peuplait les débuts de la CIA. Il était différent de deux manières. Tout d'abord, la plupart des gens au début de la CIA étaient des enfants riches, qui étaient des aristocrates, des produits à la cuillère en argent dans la bouche, des gens des banques d'investissement, cabinets d'avocats. Sidney Gottlieb, il n'était pas comme ça. Il avait 32 ans, il était le fils d'immigrants juifs du Bronx. Son père possédait un atelier de misère, il boitait, il bégayait. Il était très différent de tous les autres pour qui il était venu travailler un vendredi 13 en 1951, donc un synonyme de malchance. Le vendredi 13. Et il était aussi différent d'une autre manière, c'était sa vie privée. Il devait donc être unique, non seulement parmi les officiers de la CIA du début des années 50, mais parmi tous les bureaucrates fédéraux à Washington à cette époque. C'était une sorte de proto-hippie, vivait dans une éco-maison au milieu des bois de Virginie, et il n'avait pas de courante. Il méditait avec des bougies autour de lui, il étudiait le bouddhisme, il cultivait ses propres légumes, il traitait ses chèvres avant l'aube du matin pour faire du yaourt. Donc cette personne, qui a fini par être le tortionnaire américain le plus prolifique de sa génération, était aussi quelqu'un qui se considérait comme un humaniste profondément spirituel. Cela seul fait de lui une personne particulièrement intéressante pour avoir assumé ce travail. Donc avec un esprit scientifique, Gottlieb a commencé son programme après avoir reçu ce qui équivaut à une mission ridiculement intimidante, qui était de trouver la potion ou la pilule qui nous permettra de contrôler l'esprit des gens afin que nous puissions vaincre le communisme et contrôler le monde. Sa première étape a été de conclure qu'avant de pouvoir trouver un moyen d'insérer un nouvel esprit dans le cerveau de quelqu'un, vous devez d'abord faire exploser l'esprit qui s'y trouvait au préalable. Et Gottlieb a passé 10 ans à expérimenter sur des êtres humains, essayant de trouver le meilleur moyen de détruire un esprit humain, de détruire un esprit et de détruire un corps humain. Ce sont les expériences les plus extrêmes jamais menées, par un officier ou par une agence de gouvernement américain. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, Gottlieb avait en fait une licence pour recruter des sujets humains à volonté en dehors des États-Unis. Et à l'intérieur des États-Unis, il avait d'autres sources pour lesquelles je reviendrai dans un instant. Donc aussi avec son esprit de scientifique hautement qualifié, comme un bon diplômé de Caltech, Gottlieb a commencé par se demander quelle recherche existe là-bas. Qui a déjà mené des expériences intenses visant à détruire les esprits, les âmes et les corps humains? Eh bien, la réponse évidente, c'était les médecins nazis, qui avaient travaillé dans les camps de concentration, et leurs homologues japonais, qui avaient mené des expériences qui étaient en fait encore plus grotesques que celles qui se déroulaient dans les camps nazis. MKUltra a donc fini par recruter un certain nombre de médecins nazis et leurs homologues japonais pour venir les conseiller à ce sujet, et ce qu'ils avaient appris lors de leurs expériences dans les camps de concentration. Donc, ils avaient par exemple mené des expériences très poussées avec de la mescaline sur des prisonniers du camp de concentration de Dachau. Quelles étaient les doses qu'ils utilisaient? Combien de mescaline pourra tuer quelqu'un? On ne sait pas, nous n'avons pas pouvoir le savoir, mais eux, ils savaient. Ainsi, certains de ces médecins ont travaillé avec des équipes américaines de la CIA en Europe ou en Asie de l'Est, et Gottlieb s'est rendu régulièrement dans ces deux endroits pour superviser ces expériences. D'autres sont venus aux États-Unis et sont même venus travailler à Fort Detrick, dans le Maryland, où Gottlieb avait sa base scientifique. J'ai trouvé un protocole, par exemple, de 2 anciens membres du parti nazi qui avaient été des expérimentateurs, qui sont venus à Fort Detrick pour donner une conférence sur le sarin, le gaz toxique. Et ils ont expliqué toutes les façons dont il peut être utilisé et les types de dosage dont vous avez besoin. J'ai été frappé par une ligne du protocole. Elle dit « Nous avons découvert que l'âge de la victime ne change pas la quantité de sarin dont vous avez besoin pour obtenir le résultat fatal. »
Vous pouvez donc imaginer quelles expériences ils avaient dû mener pour arriver à ces conclusions, et ce sont des conférences qui ont été données aux chimistes de la CIA et à leurs collègues à Fort Detrick. Au cours de mes recherches pour ce livre, j'ai visité ce que je pense être la première prison secrète de la CIA. C'est dans un beau chalet en Allemagne, qui ressemble à un B&B, et le jeune homme d'affaires allemand qui le possède m'a fait descendre au sous-sol. Il l'a maintenant rénové avec de beaux appartements à l'étage, et il m'a montré le magasin. Il a dit, ce sont les salles où les médecins de la CIA expérimentaient les gens jusqu'à la mort en utilisant les mêmes techniques que les médecins nazis utilisaient ici, dans les camps de concentration, et avec la présence et la coopération active de ces mêmes médecins. Il m'a aussi dit que les personnes âgées qui vivent ici connaissent toute l'histoire de cette maison. Et en fait, j'ai trouvé un article dans Der Spiegel, le magazine allemand, parlant de cette maison. Il dit que c'était la maison de torture de la CIA. Il y a eu des morts, mais le nombre n'est pas connu. Alors ce type m'a dit, les gens autour d'ici m'ont dit qu'ils avaient enterré les corps dans la forêt tout autour d'ici, et ces endroits sont maintenant tous recouverts de supermarchés, etc. Donc tout a fini par s'arranger, entre guillemets. Qui étaient donc les sujets de ces expériences? Eh bien, il s'agissait de deux groupes différents, car Gottlieb a mené des expériences aux États-Unis et à l'extérieur des États-Unis. Aux États-Unis, ses sujets préférés étaient les prisonniers, pour des raisons évidentes. Il a mené des expériences extrêmement brutales à l'intérieur des prisons, et les détenus n'ont jamais été autorisés à avoir la moindre idée de ce qu'on leur donnait. Et nous ne connaissons même pas les détails aujourd'hui, car nombre de ces protocoles ont ensuite été détruits. Mais on en a ramassé assez pour avoir une idée. Par exemple, je suis tombé sur une expérience à la prison américaine de Lexington, dans le Kentucky, dans laquelle 7 détenus afro-américains ont été isolés dans une cellule et ont reçu 3 doses de LSD chaque jour pendant 77 jours. C'était donc un effort pour voir si ce genre d'overdose détruirait un esprit humain. Et vous pouvez deviner que la réponse est oui. Oui, ça peut le faire. Ainsi, Gottlieb a fait preuve d'une inventivité sans fin, en proposant différentes combinaisons de médicaments et d'autres techniques. Il était fasciné par le LSD, il en a utilisé lui-même plus de 200 fois pour son propre compte. Je me demandais parfois, lorsque je travaillais sur ce livre et que je tombais sur les descriptions de certaines de ces expériences étonnantes et horribles qu'il supervisait, avait-il eu certaines de ces idées alors qu'il tripait avec le LSD? Récemment, j'ai fait une interview ici à Watson, à distance, avec Terry Gross sur le programme Fresh Air, et elle m'a posé une question encore plus bizarre que ça, qui ne m'était même pas venue à l'esprit. Elle a dit, est-ce qu'il aurait pu trébucher pendant qu'il observait les séances de torture? Je ne peux même pas y penser. En dehors des États-Unis, les expériences de Gottlieb étaient encore plus intenses, car là-bas, il n'avait pas ce qu'il décrivait avec charme, comme le problème de l'élimination. Ces expériences ont été menées principalement en Allemagne, mais aussi dans d'autres pays européens. Et bien sûr, l'Allemagne était un endroit que les États-Unis ont complètement dominé après la Seconde Guerre mondiale. D'autres ont été menées au Japon, aux Philippines et en Corée du Sud. Et Gottlieb, comme je l'ai dit, se rendait dans ces endroits pour superviser nombre de ces expériences. Les sujets de ces expériences étaient des personnes appelées consommables. J'ai appris un tout nouveau lexique, pas si agréable d'ailleurs, en écrivant ce livre. Donc les consommables pouvaient être soit des agents ennemis présumés, soit des réfugiés qui ne semblaient avoir aucun lien avec qui que ce soit, et donc ne se seraient pas manqués s'ils n'apparaissaient plus jamais. Ils n'auraient pas manqué. En Asie de l'Est, c'était des prisonniers de guerre nord-coréens capturés qui pourraient facilement être éliminés si les expériences tournaient mal ou si elles tournaient bien. Et c'est dans ces expériences que Gottlieb
et son petit groupe de chimistes furent responsables d'un certain nombre de décès. Nous ne savons pas combien. Et c'était les résultats de ces combinaisons intenses de drogues et d'autres tourments que Gottlieb a conçus. Ainsi, par exemple, j'en ai trouvé un qui, je crois, s'est déroulé dans cette prison très secrète que j'ai trouvée en Allemagne. J'en ai une photo dans mon livre. Pas de l'expérience, juste l'extérieur du bâtiment. Donc l'idée, c'était, selon le protocole, de prendre vos consommables et de leur injecter des surdoses de sédatifs pour les plonger dans un coma profond. Ensuite, vous leur injectez des surdoses massives de barbiturique pour les rendre hyperactifs. Et quand ils sont dans la phase de transition entre le coma et l'hyperactivité, vous appliquez des surdoses de décharge électrique et les flashs de lumière stroboscopique à l'intérieur d'un récipient qui ressemble à un cercueil, comme une privation sensorielle. C'est donc le genre de choses que Gottlieb proposerait pour essayer de comprendre comment détruire un esprit humain. Il a passé 10 ans à mener les expériences les plus odieuses jamais menées avec l'approbation officielle du gouvernement américain. Et à la fin, il a atteint ce qui pourrait être décrit comme une conclusion en duel. Premièrement, oui, il est possible de détruire un esprit humain. Et il a laissé une traînée de victimes qui ont été dévastées pour le reste de leur vie. Deuxièmement, non, il n'est pas possible d'insérer un nouvel esprit dans ce vide. Vous ne pouvez pas obliger une personne qui est fondamentalement opposée au meurtre à sortir et assassiner quelqu'un, et encore moins plus tard à oublier ce qu'il a fait. Donc, toute cette souffrance visait en fait à produire un objectif dont Gottlieb a finalement conclu qu'il était un mythe. Le contrôle de l'esprit, a-t-il finalement conclu, est un mythe. Maintenant, j'ai dit que Gottlieb était fasciné par le LSD. Il était vraiment le premier gourou de l'acide. Ouais, lui et ses hommes, ils croyaient, comme l'a dit un de ses chimistes, que le LSD pourrait être la clé qui ouvrirait l'univers. Et ce serait la drogue de contrôle de l'esprit. Bien sûr, à la fin, il a été forcé de conclure que le LSD, comme il a dit, est trop imprévisible pour être utilisé comme une drogue fiable de contrôle de l'esprit. Mais cela lui a pris des années pour conclure. Ainsi, en 1953, Sidney Gottlieb a persuadé la CIA d'acheter l'approvisionnement mondial en LSD. Ils ont dépensé 240 000 $ pour cela, et il a été amené à la maison dans un colis de la Sandoz Chemical Company en Suisse. Et Gottlieb a fait deux choses avec ce LSD. La première, c'est qu'il a réparti entre les personnes menant ces horribles expériences aux États-Unis et à l'étranger. Mais il en avait aussi une autre utilisation qui n'était pas coercitive. Il voulait savoir comment les gens ordinaires réagiraient au LSD dans un cadre clinique. Il a donc créé deux fausses fondations médicales qui ont contacté des hôpitaux et des cliniques à travers les États-Unis et leur ont dit que nous avions un nouveau médicament psychoactif. Nous voulons le tester sur des volontaires, nous vous payons pour le faire, puis nous vous donnons du LSD gratuitement. Tout ce que vous avez à faire, c'est de faire de la publicité dans le journal du campus ou partout où vous voulez pour les bénévoles, puis d'écrire des notes sur la façon dont les gens réagissent. Alors du jour au lendemain, compte tenu de la somme d'argent disponible, il y a eu un soudain regain d'intérêt pour enquêter sur cette nouvelle drogue psychoactive. Et les expériences ont commencé. Les gens venaient en tant que volontaires et prenaient du LSD. Alors, qui a été parmi les toutes premières personnes à participer à ces expériences? L'un d'eux, c'était Ken Kesey. Vol au-dessus d'un nid de coucou en est le produit. Il est donc allé à l'hôpital VA de Menlo Park dès qu'il a entendu parler du LSD. Il a adoré ça et a commencé à dire à ses amis de faire du bénévolat. Puis, il a obtenu un emploi à l'hôpital qui est devenu plus tard la base de ce livre, Vol au-dessus d'un nid de coucou, mais j'ai découvert dans mes recherches que ce n'était pas la raison pour laquelle il a obtenu le poste. C'était juste un résultat heureux du fait qu'il ait passé du temps à l'hôpital. Comme il l'a dit plus tard, sa véritable raison d'avoir obtenu le poste, c'était de pouvoir voler le LSD de la pharmacie et de le donner à tous ses amis, ce qu'il a fait. Non loin de là, à Stanford, l'un des premiers participants fut Allen Ginsberg.
Il a également obtenu son premier LSD de Sidney Gottlieb, de MK Ultra, la CIA. Il a écouté Tristan et Iseut dans ses écouteurs lors de son premier trip au LSD. Robert Hunter, le parolier des Grateful Dead, le groupe de musique qui vient de mourir la semaine dernière, a été un des premiers expérimentateurs de cette même expérience de Stanford. Il a obtenu le LSD, l'a ramené à la maison, et le reste appartient à l'histoire. Même Timothy Leary a été excité par Sidney Gottlieb, même si, comme toutes ces autres personnes, il s'en est rendu compte que des décennies plus tard. Ainsi, le premier intérêt de Tim Leary pour les drogues psychoactives est venu lorsqu'il a lu un article dans Life Magazine sur des Américains qui étaient allés au Mexique et avaient trouvé le champignon magique. Il était fasciné par cela. Il est allé au Mexique, il a trouvé le champignon magique, il a essayé, il l'aimait, et cela l'a lancé dans la carrière de joueur de flûte du mouvement LSD. Ce qu'il ne savait pas et ne pouvait pas savoir, c'est que cette expédition pour trouver le champignon magique avait été payée par Sidney Gottlieb. Lui aussi recherchait n'importe quelle substance psychoactive dans le monde. Donc quand il a eu vent du fait que les gens recherchaient le champignon magique, il a demandé à l'une de ces fausses fondations médicales de les appeler, de leur dire « Oui, bien sûr, on vous soutiendra ». Ces gens ont tous réalisé plus tard qu'ils avaient d'abord été excités par Sidney Gottlieb. Et l'ironie, bien sûr, c'est que la drogue qui, selon Gottlieb, donnerait à la CIA le pouvoir de contrôler l'esprit des gens, a fini par alimenter une rébellion générationnelle qui visait à détruire tout ce que la CIA représente. Cela aurait pu être l'un des héritages les plus imprévisibles. C'est un parrain involontaire de la contre-culture LSD. J'ai trouvé une interview de John Lennon, et on lui a posé des questions sur le LSD. Il a dit « Nous devons toujours nous souvenir de remercier la CIA ». S'il en avait su davantage, s'il avait su ce qu'il y avait dans mon livre, il aurait dit « Nous devons soutenir Sidney Gottlieb ». Je suis donc tombé sur tant de pièces fascinantes, des dossiers de l'histoire de Gottlieb, et on se demande comment il a pu fonctionner de cette façon. Comment il a pu faire tout cela? Tout d'abord, il n'avait presque aucune surveillance, aucune supervision. On lui a dit de sortir et de faire ce qu'il avait à faire. Et l'officier de la CIA qui l'a essentiellement guidé tout au long de sa carrière, Richard Helms, et le patron de la CIA pendant cette période, Allen Dulles, étaient vraiment les seuls à avoir une assez bonne idée de ce qu'ils faisaient. Mais cela ne les a pas amenés à vouloir en savoir plus. Ils savaient ce que Gottlieb faisait était extrême, que c'était sanglant, que cela impliquait de la torture, et que cela impliquait probablement des morts. Mais cela ne les a pas amenés à dire « je veux voir des documents avant de continuer ». En fait, c'était exactement le contraire. Sachant cela, ça les a amenés à dire « je ne veux plus savoir ». Il faut le faire. La sécurité nationale l'exige, blablabla. On a Sidney qui le fait, ne m'en dites pas plus. Et je pense que c'est l'obéissance à une culture qui imprègne probablement non seulement la CIA, mais aussi d'autres services secrets. L'ignorance est un atout. Vous ne voulez pas trop en savoir. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles Gottlieb a été autorisé à partir et à mener des expériences aussi extrêmes. Naturellement, ça a également donné à la CIA l'excuse de dire plus tard que c'était un fou. Nous ne savions pas ce qu'il faisait. Nous avions des problèmes de supervision, comme l'a dit William Colby. C'est donc, je pense, une des raisons pour lesquelles Gottlieb a été autorisé à faire tout ça. Mais cela n'est pas passé inaperçu, car en 1953, l'un des membres du petit groupe de Gottlieb a subitement une attaque de conscience. Un chimiste nommé Frank Olson a passé une partie de cet été, comme l'ont fait les gens de MK Ultra, à voyager et à regarder ces expériences extrêmes. Et Olson était en Europe et a apparemment été témoin de plusieurs expériences au cours desquelles des personnes consommables, comme nous les appelons avec beaucoup de charme, ont été torturées et peut-être torturées à mort par des toxines que lui-même Olson avait développées. Cela commençait vraiment à lui peser sur la conscience. Il a dit aux gens qu'il était très mal à l'aise avec ça, il ne voulait pas continuer. Quand il est rentré aux États-Unis, il a même dit aux gens de la CIA, à ses propres collègues, qu'il voulait démissionner, qu'il voulait quitter la CIA.
Cette personne connaissait certains des secrets les plus profonds et les plus sombres de la guerre froide. Il faisait partie du cercle restreint des chimistes de l'armée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Non seulement il était au courant de MKUltra ou de tout ce que les États-Unis ont fait et qui avait à voir avec la guerre bactériologique en Corée, s'il y avait quoi que ce soit, il le savait certainement car c'était son travail. Il revient donc d'Europe en 1953 avec ses doutes. Il a parlé de... À un moment, après un temps plus tard, il a même demandé à un ami « Connaissez-vous un bon journaliste ?» Et un soir de novembre 1953, il est tombé d'une fenêtre du 13e étage d'un hôtel de New York, plongeant jusqu'à sa mort dans ce qui était alors décrit comme le suicide d'un scientifique de l'armée. Il ne travaillait pas pour l'armée et qu'il s'agisse d'un suicide semble désormais de moins en moins probable. La famille, des décennies plus tard, a fait exhumer le corps et a trouvé une grosse ecchymose sur le front d'Olson. Et depuis, un document, nous l'appelons un manuel d'assassinat, c'est un mémo de 8 pages de Gottlieb. Il s'agit de savoir comment tuer des gens. Et il est dit dans ce document que l'un des meilleurs moyens est une chute d'une grande hauteur, mais vous devez d'abord étourdir le gars en le frappant d'abord sur le front. Donc tout cela a conduit à l'un des mystères persistants de la guerre froide, et la famille est toujours impatiente de poursuivre cette affaire. Gottlieb a réalisé toutes sortes de projets bizarres. Il en avait un à San Francisco dans lequel il a même ouvert un bordel. Il a demandé à l'un de ses agents de recruter une série de prostituées qui ramèneraient des hommes dans cet appartement et leur donnerait la drogue que Gottlieb avait envoyée cette semaine-là, afin que son agent puisse observer si le sexe et la drogue avaient ensemble un effet spécial sur les gens selon le médicament et les différentes circonstances. Et l'agent de Gottlieb s'asseyait derrière un miroir sans teint, sur ses toilettes portables, buvant des martinis dans un pichet et prenant des notes sur ce qu'il voyait. Écoutez, ça c'était l'argent de vos impôts, ok? Essayant de trouver un moyen d'arrêter le communisme. Et le nom de cette opération, c'était Operation Midnight Climax. Je vous ai donc dit que le projet MKUltra de Gottlieb s'est terminé après environ 10 ans. Il n'a pas vraiment eu de fin précise, mais il s'est éteint vers la fin des années 50, début des années 60. Et à ce moment-là, Gottlieb avait pris un nouveau travail, une nouvelle mission, qui devient le titre de mon livre, Empoisonneur en chef. C'était le chimiste en chef de la CIA. Il en savait plus sur les toxines que n'importe qui aux États-Unis. Probablement plus que n'importe qui dans le monde. Son congélateur à Fort Detrick dans le Maryland était définitivement unique en raison des poisons qu'il avait extraits. Il trouvait des fougères, des champignons, des feuilles. Il ramenait chez lui des vésicules biliaires de crocodiles africains pour les disséquer et éliminer les toxines. Et en mai 1960, le président Eisenhower a dit à Allen Dulles et à son chef de l'action secrète qu'il voulait que Fidel Castro, comme il l'a dit, soit scié, tué. Ainsi, la CIA a envoyé un émissaire pour rencontrer 2 gangsters de la mafia et il leur a dit « Nous voulons vous embaucher pour abattre Castro à la Havane. » Et ces types leur ont dit essentiellement que vous regardez trop de films. C'est une idée terrible parce que le gars ne s'échapperait jamais, mais vous devez avoir quelqu'un qui fabrique du poison. Pourquoi ne vous apportez-vous pas du poison pour nous l'approcher de Castro? Eh bien, il n'avait jamais entendu le nom de Sidney Gottlieb, et l'envoyé de la CIA qui était venu le voir n'avait sans doute jamais entendu parler de Gottlieb, mais ils avaient raison, ouais, il y avait un type à la CIA qui fabriquait du poison, et il a obtenu le poste. Alors Gottlieb a obtenu une boîte de 50 cigares Cohiba, la marque préférée de Fidel Castro, et a empoisonné chacun d'eux avec du botulinum, un de ses poisons préférés. C'était si puissant qu'il suffisait de le mettre dans la bouche et on mourait. Vous n'aurez même pas à l'allumer ou à le fumer, en fait. Cela n'a évidemment pas atteint Castro. Et puis Gottlieb a été invité à préparer quelque chose qu'il avait fait dans le passé, à savoir les pilules L, de notre partie du lexique que j'ai maintenant apprise. L signifie mortel, létal. Les pilules L. Celles-ci étaient censées être déposées dans le thé de Castro, ou tout ce qu'il était sur le point de consommer. Évidemment, ils n'y sont pas parvenus non plus. Gottlieb a même conçu et développé une combinaison de plongée qui devait être donnée à Castro, qui était un passionné de plongée sous-marine, et qui était recouverte à l'intérieur d'un champignon qui rongerait rapidement sa peau et le tuerait peu après l'avoir mis.
Comme nous le savons, il n'a jamais mis ce costume non plus. Au cours de ce même été, le président Eisenhower a rendu un deuxième ordre d'assassinat. Il a demandé l'assassinat de Patrice Lumumba, le premier ministre du Congo. Dans ce cas, Sidney Gottlieb n'a pas seulement fait le poison, il a fait tout un kit de poison. Il avait le flacon de Botulique. Il avait inventé une seringue hypodermique qui avait une aiguille hypodermique super solide mais microscopiquement minuscule. De sorte que si vous étiez coincé avec ça dans votre cuisse, vous ne remarqueriez même pas que quelque chose vous avait touché. Et il en avait utilisé une version pour empoisonner les bouteilles de vin à travers le bouchon, parce que vous ne pouviez pas détecter que quelque chose avait traversé le bouchon. C'était si petit et si puissant. D'ailleurs, les faussaires de vin l'ont aussi utilisé. Selon certains témoignages, il avait même un tube de dentifrice qui avait des accessoires comme le masque et les gants, et il a fait ce kit de poison. Et il l'a personnellement transporté au Congo. Cela a fait de lui sans aucun doute le seul Américain à avoir transporté du poison fabriqué par le gouvernement américain pour un autre pays, dans le but d'assassiner le chef de ce pays. De son propre chef, il l'a présenté au chef de la station de la CIA et il a dit au chef ce qu'il était censé en faire. Et le chef de station a répondu « Mon Dieu, qui a ordonné cette opération ?» Et Gottlieb a répondu « Le président Eisenhower ». Ainsi, Lumumba a été assassiné ou exécuté par une escouade d'officiers belges et congolais avant que ce poison ne puisse être administré. Mais néanmoins, tout le projet de faire partie de ce qu'on appelait le comité d'altération de la santé de la CIA a encore souligné davantage les références de Gottlieb et l'a rendu encore plus populaire. Ainsi, ceux d'entre vous qui ont vu ce film intitulé « Le pont des espions » se souviennent peut-être de la scène dans laquelle les deux pilotes du U-2 sont informés de leur vol au-dessus de l'Union soviétique et dans cette scène, on leur présente un outil de suicide. C'est une chose réelle et j'ai une photo de la vraie dans mon livre. Alors les Américains qui dirigeaient le projet U-2, et Gottlieb était impliqué dans tout ça, craignaient que l'un des pilotes ne soit capturé, alors ils lui ont donné un engin suicide. Autour du cou de Gary Powers, le pilote de la CIA, abattu en 1960, se trouvait un collier avec un dollar en argent. Gottlieb avait percé un trou dans le côté du dollar en argent. Dans ce trou se trouvait une gaine. Dans cette gaine se trouvait une épingle. Et sur le dessus de cette épingle se trouvait une toute petite bouillie qui vous tuerait en 15 secondes si elle touchait votre peau à n'importe quel endroit. C'est une toxine, j'ai appris, appelée saxotoxine, qui se trouve dans le distillat que Gottlieb a concocté, capable de tuer 5000 personnes avec un seul gramme. Il a fabriqué cela en extrayant d'infimes quantités de toxines de milliers de palourdes jaunes d'Alaska. C'est ce que lui et ses scientifiques ont passé leur temps à faire. Ils étaient donc assez créatifs à leur façon. Plus tard, dans les années 60, alors que Gottlieb poursuivait son ascension à la CIA, il obtint l'un des meilleurs postes. Il était devenu le chef de l'état-major, et l'organisation qui fabrique tous les outils utilisés par les espions. Donc si vous avez vu ces films James Bond ou ces livres, il y avait un gars qui s'appelait Q qui faisait tous les accessoires. C'était Gottlieb. Il a occupé ce poste plus longtemps que quiconque dans l'histoire de la CIA. Et il était tout aussi imaginatif alors qu'il était dans sa mission précédente. Bien sûr, il fabriquait des choses bizarres comme des caméras qui pouvaient tenir dans un allume-cigare, mais il a fabriqué d'autres appareils assez étonnants. L'un d'entre eux, que je ne voulais pas approfondir, était un kit d'évasion de prison tellement miniaturisé qu'il pouvait tenir dans un suppositoire rectal. L'un d'entre eux que j'ai vu était une pilule L qu'il a fabriquée.
Elles étaient toutes conçues spécifiquement pour des missions particulières. Une pilule L, donc létale, qui a été donnée à un agent travaillant à l'intérieur d'un pays ennemi, je suppose que c'était l'Union soviétique. Il s'agissait bien sûr d'un agent soviétique qui, s'il était capturé, ne jouirait pas de l'immunité diplomatique et il ne ferait le travail que s'il recevait une pilule suicidaire. Donc Gottlieb pouvait fabriquer la pilule, mais comment la délivrer? Tu peux pas dire à ton interrogateur, excuse-moi, je dois vérifier mes pilules, voir si je peux en prendre une pendant qu'on parle ici. Donc il a fabriqué une paire de lunettes avec la prescription de cet agent. Et dans le petit morceau qui s'adapte autour de votre oreille, il avait inséré la pilule L afin que la personne portant les lunettes puisse faire semblant, si elle est soumise à un interrogatoire intense, d'être en sueur et très nerveuse et d'enlever ses lunettes et de commencer à mâcher ses lunettes et puis il tomberait soudainement et mourrait. C'était l'imagination de Gottlieb au travail. Gottlieb a pris sa retraite de la CIA en 1973 parce que Richard Helms démissionnait. Et Helms, qui avait été son principal protecteur pendant les 20 années qu'il avait passé à la CIA, lorsque Nixon a renvoyé Helms en conséquence indirecte du scandale du Watergate, Gottlieb n'a pas pu rester car MKUltra et son passé ne pouvaient plus être protégés. En sortant, Helms et Gottlieb ont décidé de détruire tous les enregistrements de MKUltra. Et le protocole du CIA Records Center à Warrenton, en Virginie, montre que Gottlieb lui-même est allé là-bas pour superviser la destruction. Et un archiviste écrit « 7 caisses de documents ont été détruites malgré mes objections déclarées. La destruction de biens fédéraux est un crime. » Et en fait, le FBI, à un moment donné, plus tard, a essayé de déclarer Gottlieb coupable pour cela, seulement pour découvrir qu'il s'était astucieusement arrangé pour avouer cela lors d'une audience secrète devant un enquêteur du Sénat, après avoir obtenu l'immunité de poursuite. Donc avec cette destruction, une énorme archive a été perdue. Plus tard, d'autres documents, on a trouvé toute une mine de notes de frais d'agents de MKUltra et plusieurs autres pièces ont émergé, mais quand j'ai dit au début que tout ce qui est vrai n'est pas dans ce livre, une grande partie de ce qui est vrai se trouve dans ces documents qui ont été détruits. Donc Sidney Gottlieb, qui était encore dans la cinquantaine, a décidé qu'il voulait sortir et passer le reste de sa vie à être le Sidney Gottlieb qu'il a toujours pensé être. L'humaniste profondément compatissant. Comme Bill Gates, hein. Alors lui et sa femme, ils avaient un éco-chalet, ils voulaient passer le reste de leur vie à parcourir le monde et à aider les personnes qui souffraient le plus. Et bien sûr, en 1975, il travaillait dans un hôpital pour malades de la lèpre en Inde. Lorsque Sidney a reçu un télégramme des plus importants, de l'avocat général de la CIA, lui disant en substance « J'ai de mauvaises nouvelles pour vous. Quelqu'un a compris que vous existiez et veut vous parler. » Ce quelqu'un, c'était le comité Church qui enquêtait sur la CIA. Donc bien sûr, Gottlieb, qui avait vécu sa vie dans l'anonymat total, a dû faire face à cette perspective choquante d'aller à Washington et de témoigner. Eh bien, il a dû témoigner 2 fois. Cependant, il a pu le faire dans des pièces fermées. Il a été traité avec beaucoup de déférence, et aussi les sénateurs et les enquêteurs qui l'ont interrogé ne savaient vraiment pas ce qu'il fallait lui demander comme question. Ils ne pouvaient pénétrer au cœur de son mystère. Ils ne savaient presque pas ce qu'il y avait dans mon livre. Et en plus de cela, ils étaient confrontés à tant d'autres abus de la CIA, ils devaient choisir. Et MKUltra a été rejeté comme une sorte de projet fou de garçons qui seront des mecs un peu à part, voilà. Ainsi, la plupart des projets de Gottlieb portaient sur son implication, dans lequel il n'avait essentiellement été que pharmacien. Personne n'a vraiment compris ce qu'il avait fait chez MKUltra. Ensuite, Gottlieb a obtenu un diplôme d'études supérieures en orthophonie afin de pouvoir aider et conseiller les enfants qui bégaient. Comme il le faisait lui-même, il bégayait. Il a fait donc du bénévolat à l'hospice. Il a joué dans des pièces locales, il faisait partie du comité de planification. Il portait ses sandales Birkenstock en ville. Il était considéré comme un citoyen idéal. Mais comme je le signale à la fin de mon livre, les gens qui l'ont connu pendant cette partie de sa vie disent qu'il était clairement troublé. Il était alourdi.
Seymour Hersh est sorti lui rendre visite pendant cette période et il m'a dit qu'il était rongé par la culpabilité. C'était un homme détruit. S'il avait été catholique, il serait allé dans un monastère. Le rabbin qu'il connaissait a alors dit, peut-être rétrospectivement, il était tout aussi intrigué par ce qu'il avait fait que nous, qui avons commencé à en apprendre un peu plus à ce sujet. Vers la fin de sa vie, un mur a commencé à se refermer sur Gottlieb. La famille de Frank Olson, le gars qui était sorti par la fenêtre du 13e étage en 1953, n'a jamais cessé de le poursuivre. Et des vagues de nouvelles enquêtes pointaient de plus en plus vers Gottlieb. De plus, au cours des années 70 et 80, après que les premières révélations de MK Ultra sont sorties, à la suite de l'enquête du comité de Church, un petit nombre de personnes qui avaient été victimes des expériences de Gottlieb ont lentement commencé à assembler et ont commencé à penser « c'est ce qui m'est arrivé ». Et quelques-uns d'entre eux ont en fait lancé des poursuites. Donc l'un de ce gars était un type nommé Stanley Glickman que Gottlieb avait empoisonné avec du LSD dans un bar dans les années 50. J'ai appris dans mes recherches que les personnes atteintes d'hépatite ont parfois des réactions très extrêmes au LSD. Mais apparemment, Gottlieb était intéressé à expérimenter là-dessus. Donc ce type avait une hépatite. Il a été attiré dans un bar, il a reçu ce médicament par un homme avec un pied beau, et puis sa vie s'est complètement effondrée. Il n'a plus jamais peint, il était étudiant en art, il n'a jamais eu de relation amoureuse, c'est devenu un sans-abri à Greenwich Village pour le reste de sa vie. Plus de 20 ans après que ça se soit produit, sa sœur regardait la télévision, lorsque les reportages du comité de Church sont arrivés, et elle a appelé son frère et lui a dit « C'était toi? Tu te souviens, la boisson, le gars avec le pied beau, tout ça? C'était ça ?» Ils ont donc entamé une action en justice, et ils ont en fait nommé Gottlieb comme accusé. Inutile de dire que la CIA est intervenue et que le procès a traîné en longueur. Le gars est finalement décédé dans les années 80, mais la sœur n'a pas abandonné le procès. Et finalement, en 99, après presque 20 ans de poursuite de cette affaire, elle était sur le point d'être jugée, et Gottlieb était un accusé nommé qui aurait dû rester et se présenter à la barre, et témoigner sous serment non seulement sur ce programme, mais sur l'ensemble du projet MK Ultra. Et juste au moment où le procès était sur le point de s'ouvrir, Gottlieb est décédé. Plus tard, je suis allé rendre visite à l'avocat, maintenant âgé de plus de 90 ans, vivant à Long Island, qui a suivi cette affaire pendant 20 ans, et a partagé avec moi tout son garage rempli de papiers. Et il m'a dit qu'Eric Olson, le fils du gars qui était sorti par la fenêtre du 13e étage, on a porté un toast à la mort de Gottlieb. Et on a découvert qu'on était tous les deux arrivés à la même conclusion. Il s'est suicidé. Il ne voulait pas être le véhicule par lequel tout cela sortirait, et par lequel de grands dommages pourraient être causés à l'institution qu'il avait passé toute sa carrière à servir. Personne ne sait si c'est vrai, il était immédiatement incinéré. Et en plus, il était reconnu comme un expert qui non seulement pouvait créer des poisons, mais des poisons qui ne pouvaient jamais être détectés lors d'une autopsie. Donc en repensant à Gottlieb, je pense qu'il a des choses à nous dire aujourd'hui. Tout d'abord, bien sûr, quand vous commencez à réaliser ce qui peut être fait derrière le voile du secret, alors vous vous demandez, ai-je raté un autre Gottlieb ou y a-t-il des autres Gottlieb à présent? Et la technologie est tellement plus avancée aujourd'hui qu'elle ne l'était à l'époque. Y a-t-il d'autres personnes qui ont ce genre de pouvoir? Ou plus à une échelle complètement différente en ce moment? Est-ce que ce sera 50 ans plus tard que quelqu'un se tiendra également ici, regardant en arrière et nous disant cela? Vous ne pouvez pas répondre à cela, mais ça soulève certainement des questions. Le travail de Gottlieb vit aussi définitivement dans les mémos qu'il a écrits sur la façon d'interroger les gens. C'est un des projets de mes étudiants. Je lui ai demandé de découvrir s'il y avait un lien entre le célèbre mémo que Gottlieb a écrit dans les années 50 sur la façon de briser un suspect, comment faire en sorte qu'une personne perde tout contact avec le monde extérieur, devienne totalement dépendante de vous, pour savoir s'il existe un lien entre ça et les efforts futurs des États-Unis pour faire la même chose. Et bien sûr, il est revenu avec des informations
montrant que les idées de Gottlieb sur la façon dont vous brisez un esprit humain ont ensuite été reflétées dans les mémos utilisés dans le programme Phoenix au Vietnam, dans des manuels qui ont été remis aux forces de police latino-américaines dans les années 80, et dans les manuels utilisés pour les habitants d'Abu Ghraib et de Guantanamo. Et dans certains cas, les phrases proviennent directement des mémos de Gottlieb. Ainsi, ces techniques de ce que nous appelons aujourd'hui interrogatoire extrême trouvent certainement leur origine chez Gottlieb. Dans un sens plus large, je pense que Gottlieb s'adresse à nous aujourd'hui parce qu'il sentait que l'extrémité de son travail, l'aboutissement, était rendu nécessaire par l'urgence de la menace, entre guillemets. Il a dit dans l'un de ses témoignages au Congrès « Je veux que tout le monde sache que j'ai trouvé ce travail très difficile et très désagréable. Et vous ne pouviez pas le comprendre à moins de comprendre le climat dans lequel nous travaillions. » Ainsi, lui et ses collègues de la CIA à l'époque se sont fait dire, bien sûr, que l'Amérique obéit toujours à toutes sortes de règles juridiques, éthiques et morales, mais de temps en temps, il vient un moment rare, exceptionnel, où la menace qui pèse sur nous est si intense qu'à contre-cœur, nous devons les mettre de côté pour une courte période de temps. En fait, ça semble assez familier à ce que nous entendons aujourd'hui. On est tellement menacés que certaines libertés civiles doivent être restreintes, et d'autres choses doivent être faites qu'on ne ferait pas en d'autres circonstances et doivent être autorisées. Dans un sens plus large, l'engagement pour une grande cause est peut-être la motivation la plus profonde pour commettre des actes immoraux. Le patriotisme est l'une des causes les plus transcendantes et les plus séduisantes, entre guillemets, et Gottlieb était très impliqué dans tout ça. Il n'avait pas été autorisé à servir pendant la Seconde Guerre mondiale à cause de son pied beau. Il cherchait désespérément un moyen de servir les États-Unis. Gottlieb, en fin de compte, était une étrange combinaison d'archétypes contradictoires. C'était un hors-la-loi qui servait aussi le pouvoir. C'était un tortionnaire au grand cœur. C'était un créateur qui était aussi un destructeur. Et au final, son histoire nous donne ce que je trouve être une façon dérangeante de comprendre notre pays et de nous comprendre nous-mêmes, nos propres paradoxes. Je pense que je vais laisser ça là et prendre un autre verre. Merci. Je serai heureux de répondre à quelques questions. Vous allez donc vous parler au micro, mais à part cela, il n'y a aucune restriction. Donc, tout commence juste après la guerre de Corée. Et il y a cette énorme hystérie à propos du lavage de cerveau, à propos des Nord-Coréens qui lavent le cerveau des soldats américains et les font avouer. Est-ce de là que vient le programme? Est-ce pour cela qu'il s'est perpétué au Vietnam et à d'autres époques? C'est une question très intéressante que je me suis posée en écrivant le livre. Donc, à la fin, il a été conclu que le contrôle de l'esprit est un mythe. Ils auraient dû pouvoir y penser au début. Qu'est-ce qui leur fait penser que le contrôle mental existait? C'est une grande question que je n'arrêtais pas de me poser. Et je pense qu'il y a deux séries de réponses. Il y a eu quelques incidents que la CIA a mal interprétés, compte tenu du climat de l'époque. Le premier a eu lieu en 1949, en Hongrie, lorsque le prélat catholique romain cardinal Mizensky a été jugé par les autorités communistes. Il a avoué des crimes qu'il n'avait manifestement pas commis. Il avait un regard vitreux dans les yeux, parlait d'une voix monocorde. La CIA a immédiatement décidé qu'il avait subi un lavage de cerveau. Et ils ont décidé, à la suite de cette observation, que les soviétiques avaient découvert la clé du contrôle de l'esprit. C'est pourquoi il était si urgent qu'on fasse de même. Maintenant, il s'est avéré plus tard que Mizenti, le cardinal, avait été contraint par les mêmes méthodes que les gens utilisent depuis des centaines d'années.
Il était isolé, il a été battu, il a subi des interrogatoires répétés, il n'y avait pas de drogue. Mais la CIA était conditionnée à croire ça. Curieusement, le mot lavage de cerveau a été inventé par un propagandiste de la CIA. Il a été utilisé pour promouvoir l'idée que les personnes qui avaient des idées dissidentes ou inhabituelles dans la société américaine devaient avoir subi un lavage de cerveau. Et je peux comprendre pourquoi ils ont pu vouloir créer ces fantasmes, mais ce qui est étrange, c'est qu'ils sont eux-mêmes tombés amoureux de leurs propres fantasmes. L'autre épisode s'est produit avec la Corée. Ainsi, après la fin de la guerre de Corée, plusieurs milliers d'Américains qui avaient été retenus prisonniers en Corée sont rentrés chez eux. Et il s'est avéré qu'un certain nombre d'entre eux avaient signé des déclarations critiquant certains aspects de la vie américaine. Dans certains cas, ils avaient avoué des crimes de guerre, notamment le largage de bombes germinales sur la Corée du Nord, ce que nous jurons n'avoir jamais fait. Donc l'explication est également sortie. Comment un de nos jeunes hommes peut écrire des choses comme ça, dire des choses comme ça? Ils ont subi un lavage de cerveau. Et il y a en fait une note de bas de page intéressante à ce sujet. J'ai trouvé une note essayant de comprendre comment le lavage de cerveau s'était produit. Il a déclaré que pendant que les prisonniers étaient transportés de Corée du Nord à travers la Chine vers des points de libération en Europe, plusieurs d'entre eux ont signalé qu'ils avaient traversé une sorte de zone vierge où ils auraient pu être empoisonnés. Et c'était en Mandchourie. C'est là que le nom de Mandchourie est devenu associé à tout cela. Il y a donc eu quelques épisodes qui ont électrisé les gens à la CIA, et comme je l'ai dit, ils ont mal interprété, leur permettant de parvenir à une conclusion qui n'était en fait pas vraie, que les communistes, comme nous les appelons, avaient trouvé le secret pour le contrôle de la pensée. Mais je ne pense pas que ce soit suffisant. J'ai l'impression que leurs esprits ont dû être fertilisés, ils étaient ouverts à cette idée folle. Pourquoi ? Je pense que c'était à cause de la fiction, à cause des histoires, des films, des livres, que ces gens ont absorbé en grandissant. Il y avait des histoires d'Edgar Allan Poe, des histoires de Sherlock Holmes, Gaslight, des films sur Svengali, des gens qui sortent et tuent parce qu'un psychiatre diabolique les a hypnotisés. Et je pense que ces gars de la CIA ont consciemment ou inconsciemment intériorisé ces fantasmes et ont conclu que ce que les auteurs de fiction pouvaient imaginer, la science pouvait le rendre réel. Et la note de bas de page intéressante à ce sujet est que après que MKUltra soit devenu connu du public, à partir des années 70, a engendré un tout nouveau genre de fiction, des livres, des romans, des films comme Spotless Mind, Born Identity, Men in Black. Tous ont pour thème le contrôle de l'esprit ou le lavage de cerveau. Ainsi, un projet de la CIA qui a été nourri par la fiction a fini par nourrir lui-même un tout nouveau sous-genre de fiction. La question portait donc sur la Sandoz Chemical Company en Suisse. Pourquoi ont-ils découvert le LSD? Qu'est-ce qu'ils faisaient avec? Le LSD a donc été découvert par accident. Un chimiste qui avait été... J'ai lu son autobiographie. Il a dit qu'au début de ses recherches, j'attendais avec impatience la perspective de passer ma vie à étudier l'enzyme de l'ergot. Ça fait référence d'ailleurs à Pont Saint-Esprit. J'adore ce qui intéresse les gens. Mais alors qu'il expérimentait l'enzyme de l'ergot, il testait la 25e permutation d'une propriété chimique médicale combinée. Et il a commencé à se sentir étourdi. Apparemment, il l'avait ingéré entre ses doigts, puis il est revenu et il l'a testé sur lui-même, et il s'est vite rendu compte que c'était une substance étonnante. Car en si petite quantité, elle pouvait avoir un effet si intense. Il a donc imaginé comme un outil qui pourrait être utilisé pour traiter la maladie mentale. Les gens de Sandoz n'ont jamais été très à l'aise avec ça. Il a en fait appelé son autobiographie LSD mon problème, mon enfant problème. Sandoz, ils n'étaient pas à l'aise avec la situation. Alors quand Gottlieb est venu acheter tout le LSD qu'il possédait,
ils étaient contents de le vendre. Et puis l'une des choses que Gottlieb a faites pour assurer son approvisionnement permanent a été d'aller voir une société pharmaceutique américaine, Eli Lilly, de leur en envoyer et de leur demander de faire de l'ingénierie inverse, ce qu'ils ont finalement fait, et ils ont pu en fabriquer des tonnes. Ce n'est que quelques chimistes en Californie ont également pu faire de l'ingénierie inverse également. Et la prochaine chose que vous le savez avec les Grateful Dead. Merci beaucoup pour cette conférence vraiment, vraiment intéressante. La première fois que j'ai entendu parler d'MK Ultra, c'était en fait dans un cours de premier cycle en psychologie que j'ai suivi avec Phil Zimbardo, appelé Psychologie du contrôle de l'esprit. Et l'argument qu'il a avancé, je n'ai jamais entendu parler de Sidney Gottlieb à propos du programme en général, et l'argument qu'il a avancé, c'était à la recherche d'un candidat Manchu, le film, mais les seules personnes... En d'autres termes, les seules personnes qu'ils ont convaincues étaient elles-mêmes sur la capacité de persuader, ainsi que sur la création d'un culte au sein de la CIA, autour de ces types particuliers de croyances. Je suis donc vraiment curieuse de connaître votre point de vue sur son argumentation. Et la deuxième question que j'avais, qui vient d'être posée à propos de votre réponse sur les communistes chinois, et je sais que Robert Lifton a fait un tas d'interviews avec ces prisonniers de guerre américains hors des camps de concentration chinois, et a écrit leur très célèbre livre sur la pensée, la réforme de la pensée. Hein. Et je me demande si Gottlieb était au courant de son travail ou si vous avez des informations sur le rôle de Lifton là-dedans. Je veux dire, je pense que Lifton est toujours en vie, il doit avoir 105 ans, quelque chose comme ça, mais je suis curieux de savoir si vous avez eu l'occasion de lui parler de son implication là-dedans, parce qu'il était tellement impliqué dans les interrogatoires des prisonniers de guerre américains, dans les camps chinois. Oui, il l'était. Et Lifton a également été impliqué dans d'autres expériences à Harvard. Mais un certain nombre d'entre eux, pour autant que je le sache, n'étaient pas... Ils sont venus plus tard et connectés à MK Ultra. L'épisode de Ted Kaczynski à Harvard en faisait également partie. Je ne l'ai donc pas dans mon livre et je n'entre pas dans les détails de l'affaire coréenne. Mais je pense vraiment qu'il est sur quelque chose quand il dit essentiellement que le contrôle de l'esprit pourrait être quelque chose de bien plus grand que le simple contrôle des esprits individuels. En ce qui concerne le candidat Manchu, c'est vraiment une histoire très intéressante. Tout d'abord, je pense que la description que vous avez donnée est incroyablement précise, c'est vrai. Les seuls qui croyaient vraiment que ce truc était possible étaient les gens à l'intérieur de la CIA. Ils ont consulté d'autres personnes, comme par exemple la clinique Menninger. Ils ont consulté les frères Menninger, d'éminents psychologues, qui dirigeaient ce célèbre institut psychanalytique, et ils leur ont dit tous les deux, c'est un non-sens, tu aboies contre un arbre fou, ça n'a aucun sens, mais comme ce n'était... ça a été classé. Et il y avait d'autres personnes écrivant dans des endroits comme True Magazine qui leur ont dit oui c'est vrai, alors ils ont adoré ce truc. L'un de ces gars, ils l'ont en fait embauché comme consultant. Donc je veux juste mentionner un peu le candidat Manchu, cependant en particulier. J'ai trouvé une note très intéressante qui en parlait. En fait, le film c'est Manchurian Candidate. Ainsi, le livre du candidat Manchu était la première fois que des masses d'Américains étaient exposés à l'idée du lavage de cerveau. Mais il est sorti juste au moment où, à l'intérieur de la CIA, les chimistes arrivaient à la conclusion que le contrôle de l'esprit est un mythe et qu'il ne peut jamais y avoir de candidat Manchu. Donc ce type, ce chimiste, dit en fait que ce livre et ce film nous ont causé beaucoup de problèmes, parce que juste au moment où nous avons découvert que quelque chose ne pouvait pas arriver, le monde entier a commencé à croire que ça pouvait arriver. Alors, je vais en finir avec la traduction ici des questions-réponses. À la fin, il reste une dizaine de minutes, je vous laisserai aller voir la vidéo. Mais il y a quelque chose que j'aimerais préciser. Probablement que ce conférencier est de bonne foi, mais je n'aimerais pas qu'il soit là pour relativiser en fait la responsabilité de la CIA. C'est-à-dire que d'une part, moi je pense que Gottlieb, il s'est peut-être pas suicidé, peut-être aussi qu'on l'a tué pour pas qu'il dévoile tous ses petits secrets, c'est une possibilité quand même. Deuxièmement, le conférencier semble nous dire que le développement du LSD a été fait un peu par hasard
et aussi que la CIA a découvert que finalement le contrôle mental n'était pas possible. Je suis pas d'accord avec ça, évidemment. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et d'ailleurs, ça ressemble un petit peu à la stratégie de la CIA de minimiser en fait son rôle dans tout ça, comme dans le film Les Chèvres du Pentagone. Le film Les Chèvres du Pentagone nous dit, à un moment donné, il y a une réplique où ils nous disent donc en fait, général, si je comprends bien, on va devoir se lancer dans les recherches psychiques comme les Russes, parce que les Russes font semblant d'avoir découvert le contrôle mental, donc nous aussi on doit faire semblant d'avoir découvert le contrôle mental. Mais en fait, je pense que c'est vraiment, vraiment tout ça fait pour relativiser le travail de la CIA. Pourquoi ils sont restés aussi longtemps et ont investi autant de millions sur quelque chose qui ne pouvait pas aboutir, hein. Surtout qu'on se rend quand même bien compte aujourd'hui avec certaines stars, mais pas seulement, des sportifs, tout ça, qu'il y a bien des gens qui sont lobotomisés et programmés pour une mission, hein, y compris en politique. Donc, quand on sait qu'il y a une cellule au sein de la CIA qui est spécialisée dans ses rapports avec Hollywood et qui en fait peut fournir des lieux pour filmer, peut fournir des archives de la CIA, et que la CIA en retour, en fait, on imagine qu'ils demandent de ne pas parler de certaines choses ou de parler d'une façon clémente de certaines choses. Quand on sait que ça existe, cette perméabilité avec Hollywood, voilà, on se demande pourquoi tout est relativisé, par exemple dans des films comme Les Chèvres du Pentagone, ou pourquoi les propos de ce conférencier sont... Alors, il dit franchement les choses, mais je trouve que ça relativise trop la responsabilité de la CIA. Voilà. J'espère que ça vous aura intéressé, ce doublage. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.